é um mundo. La partie a commencé il y a un peu plus de 60 ans. Celui qui distribue les cartes est un joueur d'exception. Il ne laisse jamais à ses adversaires le temps de prendre l'initiative. Très tôt, il a compris que pour gagner beaucoup, il fallait jouer gros, très gros. Quand le jeu ne lui convient plus, il renverse la table et redistribue. De Boston à Las Vegas, de Las Vegas à Macao, de Macao à Singapour, il est devenu le souverain d'un royaume sans frontières, celui de l'artifice, du jeu, de la chance. Son nom, Sheldon Adelson. Leçon. Comment devient-on l'empereur des casinos? Je suis un entrepreneur. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui ne peut pas se concentrer très longtemps et qui n'arrive pas à garder un emploi. Les premières cartes sont distribuées à Boston dans les années 30. Le jeu de Sheldon Adelson n'est pas bon. Pas d'as, aucun roi, pas de dame dans sa famille. Sa couleur, c'est la grisaille de la misère. Son père est chauffeur de taxi à mi-temps. Sa mère s'occupe de la famille qui s'entasse dans un minuscule appartement. Mais Sheldon Adelson a d'autres ambitions. À 12 ans, il emprunte $200 à un oncle et achète le meilleur emplacement de vendeur de journaux à Boston. Pour moi, la plupart des portes étaient fermées. J'ai cherché le moyen de les ouvrir et j'ai fini par trouver. J'y suis parvenu en changeant le statu quo. Par statu quo, je veux dire comment fonctionne le business. Et donc, il fallait que je fasse différemment. Comme ça, j'ai appris que c'est en faisant les choses différemment que l'on finit par réussir. Il ne supporte pas d'être enfermé par d'autres dans un quartier, un statut, un pays. Les règles, c'est lui qui les fixe. Il collectionne les jobs et passe du journalisme à l'armée, de l'armée au tourisme, du tourisme à l'immobilier. Il arrive, bouscule les règles, fait redistribuer les cartes jusqu'à ce que la chance lui sourie. Ensuite, il rafle la mise et s'en va. À 30 ans, il est millionnaire. Puis il perd tout et recommence tout. Dans les années 70, il comprend que la micro-informatique va devenir un marché de grande consommation. Il crée un réseau de conventions où les fabricants de matériel rencontrent les grands distributeurs. En 1998, il revend son idée aux Japonais. Gain, presque $1 milliard. The fabulous Las Vegas Strip. The entertainment capital of the world. À 60 ans passés, il pose $500 millions sur le tapis vert de Las Vegas. Il a enfin trouvé l'activité qui convient à son incroyable talent de joueur. Il se fait un nom en rachetant un hôtel-casino, le Sands, haut lieu de la culture populaire américaine. C'est là que se retrouvaient régulièrement Marilyn, Sinatra, Dean Martin, John Kennedy. Celui qui lui vend le Sands pense qu'Adelson est un parfait pigeon. Il y a longtemps que le vieux casino ne fait plus rentrer $1 en caisse. Adelson s'en moque. Ce qui l'intéresse, c'est l'emplacement. Les jolis souvenirs de l'Amérique n'ont aucune importance pour lui. Il fait raser le Sands. De retour de voyage de noces à Venise, il édifie sur les cendres du Sands le plus grand hôtel-casino du monde. Avec le Venetian, il réinvente la cité des Doges au cœur du désert du Morave. Des millions de mètres carrés, 8000 chambres, des centaines de boutiques de luxe autour d'un grand canal, des musées, les meilleurs restaurants gastronomiques et des salles de convention où tous les professionnels de toutes les industries peuvent se rencontrer et travailler ensemble. Tout le monde doit trouver au moins une raison de dépenser au royaume d'Adelson. Moi, je pense qu'aucun promoteur, que ce soit moi ou d'autres, n'a plus envie de construire de nouvelles chambres à Las Vegas. À l'heure actuelle, il y a 140 ou 145 000 chambres. C'est plus que dans n'importe quelle ville du monde. Et je ne dis pas que 145 000 chambres est le maximum, mais c'est possible que ça le soit. Depuis sa rétrocession en 1999, Macao est le seul endroit de Chine où les jeux d'argent sont tolérés. Les Chinois continentaux y affluent par millions chaque année. En 2001,
le gouvernement chinois décide d'y relancer l'industrie du jeu en l'ouvrant à la concurrence étrangère. Les financiers de Pékin n'ont aucune intention de se priver des formidables profits générés par les casinos. Il faut financer le grand bond en avant de l'économie chinoise. Adelson se présente comme l'homme de la situation. Il promet de faire couler des milliards dans les coffres de Pékin. Mais le jeu sera encadré, la drogue invisible et la prostitution discrète. En contrepartie, Pékin doit s'engager à laisser tous les Chinois qui le désirent venir jouer devant les machines à sous et les tapis verts d'Adelson. Notre objectif est de transformer Macao, de faire que cette ville pleine de tripots devienne une ville de tourisme de luxe, de conventions et de voyages d'affaires. En bon joueur, Adelson décide de tester la parole du gouvernement chinois. Un pari à 232 millions de dollars. Il fait construire le Sands Macao. En 2004, l'inauguration du nouveau casino tourne à l'émeute. On attendait quelques centaines de clients. Ce sont plusieurs milliers de Chinois, venus souvent de très loin, qui se battent pour être les premiers à perdre leur argent chez Sheldon Adelson. En 10 mois seulement, Adelson récupère sa mise et assoit sa conquête. Le roi de Las Vegas est devenu l'empereur des casinos. Victime de son succès, le Sands Macao est tout de suite trop petit pour drainer les milliards que les joueurs chinois sont prêts à dépenser. Adelson décide de commencer la construction d'un monstre. Voyez-vous, il faut avant tout avoir une vision. Et après, il faut pouvoir partager cette vision. En communiquant votre vision, vous la rendez vivante. Et là, vous pouvez commencer à construire. Il n'y avait rien d'autre ici que de l'eau et un marécage. Alors quand le gouvernement m'a montré cet endroit, je l'ai regardé et j'ai eu cette vision d'y créer un mini Las Vegas. La construction de l'hôtel-casino géant commence en 2004. Le bâtiment va coûter 2,5 milliards de dollars à Adelson. Un chantier pharaonique. Pour stabiliser le marécage sur lequel doit s'élever le Venetian, les 11 000 ouvriers qui travaillent chaque jour sur le chantier utilisent un volume de sable équivalent à celui de la plus haute pyramide d'Égypte. Les pluies torrentielles ou la chaleur étouffante ne ralentissent pas l'activité de la fourmilière humaine qui pose les fondations du Venetian. Ici, on travaille jour et nuit. Adelson ne veut pas perdre de temps à inventer un nouveau concept architectural pour son casino géant en Chine. Le Venetian Macao sera la réplique exacte du Venetian Las Vegas. Le chantier est mené au pas de charge. Pour gagner du temps, l'acier est coulé sur place. 1000 camions circulent chaque jour sur le site. Des dizaines de grues fonctionnent en permanence pour construire ce temple de la démesure. Adelson veut appliquer à Macao la même recette qui lui a permis de dominer Las Vegas. Pas $1 ne doit être dépensé chez ses concurrents. Chaque billet qu'un visiteur peut débourser pour manger, boire, dormir, jouer, s'amuser, travailler, se cultiver doit revenir à Sheldon Adelson. Rien ni personne ne doit sortir du Venetian. Le Venetian Macao est inauguré en août 2007. Le gamin des rues de Boston est devenu la 3e fortune des États-Unis, le maître d'un empire qui durera aussi longtemps que des joueurs croiront en leur chance. Sans ces artistes, le Venetian ne serait qu'un immense palais silencieux, si vaste et si luxueux que les visiteurs ne s'y sentiraient pas à l'aise. Rien de plus mauvais pour les affaires. Ok.
del gran sol, di già con le rose sue dita, carezza di fiore lo stuol, come Dans son royaume, Adelson ne partage son pouvoir qu'avec ses clients. Il les traite comme ses égaux en dignité aussi longtemps qu'ils ont les moyens et le désir de payer. La sollicitation est partout. Il leur faudrait 3 jours sans s'arrêter devant les vitrines pour visiter la galerie commerciale du complexe. Les plus âgés de ces touristes ont connu la Révolution. Ils ont adoré le grand timonier. On les a éduqués dans l'idée que Chinois révolutionnaires et occidentaux capitalistes étaient naturellement destinés à se faire la guerre. On les emmène aujourd'hui par trains entiers du plus lointain de la Chine pour s'extasier devant cette Venise de pacotille que le joueur de Vegas a édifiée pour eux. Il offre du rêve, fait naître les désirs, fabrique les besoins. Avec une moyenne de 80 000 visiteurs par jour, le Venetian Macao accueille chaque année plus de visiteurs que le Royaume du Maroc. Adelson a fait construire une flotte de 50 gondoles parfaitement identiques à celles qui se balancent aux abords de la place Saint-Marc. Les amoureux se passent la bague au doigt sous une réplique du pont des Soupirs. Les paroles de leur serment d'amour s'envolent vers le ciel peint à 10 mètres au-dessus de leur tête. Pas un nuage n'y manque. Pourtant, la lumière y est toujours la même. Je suis une fausse italienne, une fausse gondolière, sur une fausse gondole, sur un faux canal en Chine. Qu'est-ce qui pourrait être plus fou que ça? Ici, c'est un pays imaginaire. Il y a tellement de gens de partout dans le monde et on chante pour eux. C'est surréaliste, mais en tant qu'artiste, je suis heureuse d'avoir un public sur chaque bateau. Pour moi, chaque bateau est comme un spectacle, même si ça ne dure que 15 minutes et que je ne chante que 2 chansons. Thank you, grazie. Une cinquantaine d'artistes donnent son âme à la Venise chinoise de Sheldon Adelson. Sans eux, l'immense bâtiment serait d'une insondable tristesse. Sheldon Adelson et ses spécialistes en marketing, ses experts en psychologie des foules, ses architectes le savent bien. Les saltimbanques bousculent la réserve des visiteurs chinois. Ils les entraînent dans un rêve. Ils donnent de la chair à l'illusion. On les a recrutés des Philippines à la Moldavie, de l'Australie au Brésil. Clowns, chanteurs, jongleurs, musiciens, enroulement permanent, 12 heures par jour, selon des trajets calculés à la seconde et au millimètre. Ils se répandent dans les galeries marchandes. Les agents de Sheldon Adelson ne recrutent pas les laissés-pour-compte de l'industrie du spectacle. Il faut beaucoup de talent pour chanter l'opéra à heure fixe et réussir à faire oublier au public de passage que tout est cher aux Vénétiennes et que l'on n'y voit jamais la vraie lumière du jour. C'était amusant, vous savez. Je n'ai plus tellement l'occasion de chanter de grands airs dernièrement.
C'est un vrai bonheur. Et c'est un vrai bonheur aussi parce que le public est enthousiaste, même si la plupart des gens ne savent pas de quoi je parle. Oui, c'est super. Vince est italien d'origine, élevé en Angleterre. Il s'est formé à Los Angeles et a fait carrière à Broadway. Il a joué sur les meilleures scènes de Londres avant d'être embauché au Venetian. J'ai passé la plus grande partie de ma carrière dans l'opéra et les comédies musicales. Et c'est un changement agréable, parce que vous êtes toujours sur scène. En tant que gondolier, vous parlez en italien tout le temps, et vous prenez un accent italien, donc vous jouez un rôle tout le temps. Et il faut maintenir le jeu et interagir avec le public. Je sais bien qu'ils ont une culture différente, mais j'ai l'impression qu'ils apprécient. Et ils connaissent les morceaux les plus populaires, bien sûr. Et ce sont vraiment des gens charmants. Il se passe plein de choses amusantes. Ça fait un break, ça change. Good afternoon, guys. Mentre mondo pian piano sparivo lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Volare, oh, flying, cantare, oh, nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù, nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù, volare, oh. Grazie, grazie, grazie. Ciao, ciao, ciao. Grazie, grazie. Je pense que nous sommes vraiment l'âme de cet endroit. C'est un lieu qui peut être vraiment froid, car sa seule raison d'être est de faire de l'argent au sous-sol, dans le casino. Mais on raconte qu'à Venise, si vous vous embrassez sous un pont, votre amour durera pour toujours. Eh bien, un jour, un type m'a demandé de rester encore un peu sous le pont. Et il m'a dit « Attends, attends !» Et il a sorti une bague pour faire sa demande en mariage, et il l'a donnée à la fille. Je ne peux pas vous décrire ce que j'ai ressenti, tellement c'était beau. Pour moi, le fait de chanter et le fait de jouer et l'endroit où je le fais n'a pas d'importance. C'est quelque chose qui vient du cœur. Et peu importe pour qui vous chantez ou pour quelle occasion. Il s'agit de quelque chose qui parle d'âme à âme. Le lieu n'est pas important. Je ne sais pas, je ressens cela très profondément. Capi, grazie, signore. L'astuce au Venetian Macao, c'est d'attirer l'attention sur la taille du bâtiment, ses dorures et ses artistes, pour faire oublier le casino. Le gouvernement chinois exige cette discrétion. Pourtant, le casino, c'est le cœur du Venetian. Tout le reste n'est que fioriture. Il se trouve au bout d'une longue et haute galerie de marbre à la somptuosité vaticane. Elle est assez longue pour que le visiteur intimidé qui la parcourt parvienne dans l'arène du jeu transformé, désinhibé, bercé par une musique rassurante, conforté par le spectacle des richesses placées à portée de main. Il arrive devant les tables de jeu avec la certitude que tout est possible, que la chance n'a aucune raison de ne pas lui sourire. Quand je suis venu à Macao pour la première fois, en 2001, je suis rentré dans le casino Lisboa.
Il y avait des gens debout, dans le dos de ceux qui étaient assis aux tables de jeu. Alors évidemment, ma première réaction a été de me demander pourquoi le propriétaire n'agrandissait pas le casino. Pourquoi il n'ajoutait pas des tables de façon à ce que plus de gens puissent s'asseoir? En fait, ce n'était pas une question de chaises. Bon, même s'il en manquait tout de même un peu, mais en réalité, les gens debout étaient là pour pouvoir placer leurs paris par-dessus les épaules de ceux qui étaient assis 3, 4 ou même 5 ou 6 rangs devant. Pourquoi? Parce que tout le monde aime les gagnants, et que le gagnant était là, à cette table. Cette table portait chance. Le joueur avait de la chance et tout le monde voulait en profiter. Trevor Hammond règne sur les tables de jeu tandis que Jan Garner est le responsable des machines à sous. À titre exceptionnel, ils ont accepté de nous livrer les secrets des rouages de leur casino. Le personnel, les joueurs, l'emplacement du bâtiment dans Macao et même l'ambiance en font un lieu d'exception. C'est le Venetian, c'est le plus grand casino du monde. On pourrait mettre jusqu'à 90 Boeing 747 à cet étage. C'est immense. C'est l'endroit le plus génial. En ce moment, nous avons 2118 machines à sous en activité sur 1 km² qui leur est dédié, en plus de 500 tables de jeu. En général, ce sont les joueurs qui nous ont indiqué où les jeux devaient être placés. Il y a beaucoup d'études et de chiffres. Nous avons un département entier, un super département marketing qui nous indique les performances de nos machines. Et puis nous étudions zone par zone, là où elles sont le mieux placées. Si c'est près des allées ou près des scènes, pour le bruit, de façon à optimiser les gains des machines une fois qu'elles sont positionnées. Le jeu en Chine, c'est incroyable. De tous les endroits où j'ai travaillé, je n'ai jamais vu une telle foule de gens passer les portes et jouer. Nous avons jusqu'à 80 000 visiteurs chaque jour. C'est culturel. Les Chinois adorent jouer. Ils aiment les challenges. Quand vous voyez un Chinois porter un toast, il souhaite toujours bonne chance, jamais bonne santé. En Asie, on aime parier. Je pense que c'est la meilleure façon pour nous de l'expliquer. Les gens viennent ici pour jouer. Leur comportement de joueur est un peu différent du nôtre, mais oui, ils s'amusent quand ils parient. Ils ont juste l'air un peu plus sérieux. Le sourire est le signe distinctif des employés du Venetian Macao. La lumière du jour n'atteint jamais le casino sanctuaire. Température constante, brouhaha raisonnable. Au mur, aucune horloge. Rien ne permet plus d'appréhender le temps. Les sens sont artificiellement engourdis. On est dans une autre dimension. Mis à part le hasard du jeu, gagner ou perdre, ce que les clients recherchent, c'est le plaisir de jouer, de se détendre. Une fois, j'ai entendu un client discuter avec des amis tandis qu'il jouait à ma table. Et j'ai compris que c'était son anniversaire. Je lui ai donc souhaité un joyeux anniversaire en espérant sincèrement qu'il passe un bon moment parmi nous. Après 2 ou 3 heures de jeu, il est parti. Le jour suivant, lorsque je suis arrivée à mon travail, j'ai revu ce client. Il m'a confié m'avoir cherché partout pour venir jouer à ma table. Je lui ai demandé pourquoi, et il m'a répondu qu'il était content et appréciait être à ma table, et c'est ce qu'il y a de plus important quand on va au casino. Me voir sourire à ma table, ça le rendait heureux. C'est aussi satisfaisant qu'une flatterie. Si vous jouez avec moi et que vous gagnez mon argent, enfin l'argent de mon entreprise, je serai aussi très contente pour vous, car cela témoignera que ce jour, vous avez eu beaucoup de chance. Mon travail, c'est de rendre cette chance possible. Tout le temps passé à la table de Bonnie, les joueurs ont été surveillés par des centaines de caméras dispersées dans les plafonds peints du casino. Aucun geste suspect n'échappe aux agents de sécurité. Le tricheur, c'est le grain de sable dans la mécanique parfaitement réglée du casino. Qu'elle s'arrête ne serait-ce que pour quelques heures et ce sont des millions qui partent en fumée. William Bonnard est le garant de l'intégrité des gains du Venetian. À mon poste, il vaut mieux ne faire confiance à personne, à part peut-être à ma mère. Il y a tellement d'argent en jeu, n'importe qui est potentiellement susceptible de trahir le casino. Donc, on veille à ne faire confiance à personne. On surveille notre personnel, nos clients
On s'assure que la société touche son argent et que l'on n'a pas dupé le client. On fait en sorte de s'occuper de tout le monde. Cela fait 25 ans que je fais ce métier et cela m'excite toujours autant. Le mois dernier, nous avons pris des gens en train de tricher. Et pour moi, le frisson, c'est d'attraper les tricheurs. C'est comme à la pêche, c'est une question de temps. C'est un jeu de patience et dès qu'une prise a mordu à l'hameçon, vous ressentez une montée d'adrénaline et le métier redevient amusant. Le truc, c'est que les tricheurs deviennent âpres au gain et c'est là qu'on les attrape. C'est à nos tables de baccarat qu'il y a le plus d'action. Comme c'est là que sont placés les plus gros paris en ville, on attire les meilleurs tricheurs. Et si c'est le jeu le plus populaire, c'est parce que les locaux, les Chinois, peuvent garder les cartes en main. Et ils les pressent, ils les malaxent et ils pensent qu'ils peuvent faire tourner la chance, changer les numéros. Donc c'est très populaire, parce qu'ils s'impliquent dans le jeu. Ils se passionnent et rentrent vraiment dedans. Ils ont l'impression qu'ils font partie du jeu lui-même. Alors qu'à la roulette, c'est le croupier qui contrôle. Au blackjack, c'est le dealer. Le tricheur ne doit avoir aucune chance de mettre en place son arnaque. Une obsession qui coûte très cher au casino. Les jeux de cartes ne sont utilisés qu'une seule fois. Le casino en détruit 1 300 000 chaque jour. Il en reçoit autant. Le nom du fabricant est un secret bien gardé. Chaque jeu est vérifié 2 fois. Chaque carte est inspectée pour y déceler le moindre marquage, voire les puces électroniques minuscules que les tricheurs les mieux équipés réussissent parfois à introduire. Les inspecteurs de jeu sont inspectés à leur tour par leur contremaître. Ici, faire confiance est une faute professionnelle. Le casino n'accepte pas les cartes de crédit. Plusieurs fois par jour, l'immense salle de jeu se fait le théâtre d'un étrange manège. Les récolteurs d'argent vont recueillir les boîtes pleines de billets de banque que les joueurs ont laissés derrière eux. Toutes les 6 heures, une masse de billets arrive à la salle des comptes. Les employés en qui le casino a le plus confiance attendent pour compter, trier, mettre les billets en liasses, les liasses en briques, les briques en blocs de cash. Les rares faux billets qui ont réussi à se frayer un chemin dans les rouages du casino sont ici définitivement écartés. En quelques minutes, l'équivalent de 13 millions de dollars a été traité sous l'œil perpétuellement soupçonneux des comptables du gouvernement chinois qui prélèvent immédiatement 40% des gains du casino. Une excellente affaire. Le passage à la caisse, le moment du règlement de compte entre le joueur et le casino. Le casino aime payer, c'est sa meilleure publicité. Aujourd'hui, à Las Vegas, le casino représente 30% des bénéfices, tandis que les autres activités génèrent jusqu'à 70% des ressources. Mais ici, en Asie, c'est à peu près l'inverse. 70 à 80% des revenus viennent des paris et du jeu, et 20 à 30% du reste des activités. Mais ça va changer avec le temps. Il faut que jusque dans les villages les plus reculés de Chine, on sache qu'il est possible de gagner en 1 heure de jeu plus d'argent que n'en rapporterait une vie de travail. Il suffit pour cela de faire le voyage jusqu'à Macao et de risquer quelques billets. Ils sont toujours plus nombreux à se laisser envoûter. Dans les villages, certains s'endettent en promettant à ceux qui leur prêtent de quoi faire la première mise qu'ils reviendront bientôt les poches pleines. Jeu de dupes.
Le casino paye, mais le casino gagne toujours. Ce n'est pas moral, c'est mathématique. Depuis 2007, les nouveaux casinos de Macao font plus de chiffre d'affaires et sont plus rentables que ceux de Las Vegas. Excellente affaire pour Sheldon Adelson. On murmure que ces casinos chinois lui rapporteraient $1 million chaque heure, de chaque jour, toute l'année. Mais ce n'est jamais assez pour Sheldon Adelson. Dans la boue des marécages autour du Venetian Macao, il a lancé la construction de plusieurs nouveaux hôtels-casinos géants. Il va injecter $20 milliards dans ce projet. Le joueur est convaincu que ses héritiers ramasseront 10 fois sa mise. Je ne dis pas que nos concurrents ne sont pas très bons. Je dis qu'ils sont très bons. Mais il y en a toujours un qui finit par être le meilleur. Eux, ils se sont tournés vers un tourisme de masse. Nous visons le haut du marché. Ils ont des hôtels 3 étoiles et nous avons des hôtels 5 ou 6 étoiles. Les gens estiment que l'architecture du Marina Bay Sands est époustouflante. Certains disent même que le Marina Bay Sands est la 8e merveille du monde. La 8e merveille du monde. C'est tout simplement ce qu'Adelson a promis au gouvernement de Singapour pour obtenir l'autorisation d'y édifier un bâtiment d'un luxe inouï. La cité-État n'avait pourtant pas besoin d'un casino pour assurer sa croissance. Singapour a l'économie la mieux gérée et la plus prospère du monde. Son taux de croissance atteint des records qu'aucun autre pays n'a jamais effleurés. Ici, la corruption est inexistante, la pornographie interdite, la prostitution strictement encadrée. L'incivilité est un crime. Les slogans diffusés à la télévision et à la radio appellent sans cesse la population au travail, à l'honnêteté et à l'étude. À Singapour, pas question de construire une nouvelle fausse Venise. Pour concevoir un édifice d'exception, Adelson a fait appel à un architecte de renommée internationale, Moshe Safdie, qui a signé le mémorial de Yad Vashem à Jérusalem. L'architecte a eu 4 mois pour proposer un projet hors norme, crédit illimité. Sheldon Adelson a une vision extraordinaire, des grandes idées et une compréhension de ces grandes idées. Quand vous l'écoutez, il parle méga concept. Je pense que quand il est venu en Asie, d'abord à Macao, puis quand Singapour a lancé son appel d'offres, il a compris qu'il y avait un nouveau paradigme ici. Et je pense que son génie réside dans la compréhension des nouveaux modèles. Parfois, il s'implique dans les détails. Vraiment, il s'implique dans de tout petits détails. Par exemple, combien y a-t-il de salles de bain? Et parfois aussi dans des détails esthétiques. Mais sa force, c'est sa vision du grand concept qu'est ce nouveau paradigme et ce qu'il va falloir mettre en place pour le construire. Le nouveau complexe de Sheldon Adelson s'appelle le Marina Bay Sands. C'est le bâtiment le plus coûteux construit par un individu depuis les pyramides. Son prix, $6 milliards. Pour amortir ce coût exorbitant, le nouveau complexe devait commencer à fonctionner le plus vite possible. Une nouvelle fourmilière humaine s'est organisée pour le faire émerger dans des délais improbables. Malgré la crise financière de 2008, qui lui fait perdre $30 milliards, Adelson a tenu bon. Quand il est inauguré en 2010, le Marina Bay Sands est immédiatement reconnu comme un des chefs-d'œuvre de l'architecture contemporaine en Asie. Ici, nous avons essayé de créer un nouvel espace urbain. Il y a des parcs et des promenades extérieures. Vous pouvez passer de l'intérieur à l'extérieur, de l'air conditionné à l'air du dehors. Vous avez des zones commerciales, mais aussi un musée, 2 théâtres. Il y a des loisirs, un centre de convention, un casino et tout le reste. Mais c'est aussi un lieu à très forte densité humaine. Et c'est là le défi. On a 1 million de mètres carrés avec 4000 places de parking en plein centre-ville. Et pour moi, le défi, c'est comment humaniser une telle méga échelle.
Comment faire pour que ce bâtiment gigantesque, avec sa forte densité, ses 60 étages, soit malgré tout humain? Même quand il y a du monde dans le Marina Bay, étrangement, on n'a pas l'impression d'une foule. La galerie du rez-de-chaussée, qui suit la promenade que j'ai appelée Arcado, comme les Romains, Arcado Maximus, est un espace généreux plein de lumière. Il y a plein de niveaux. Il s'ouvre sur la promenade qui suit un cours d'eau. Et même quand il y a une dizaine de milliers de personnes, vous ressentez une forme de générosité de l'espace. En pénétrant dans le hall gigantesque du Marina Bay Sands, personne ne peut deviner ce qui en fait battre le pouls. Son casino, aussi discret que lucratif. Les revenus du casino financent les espaces publics, les musées et la culture. Le fonctionnement économique de cette structure, c'est une synergie entre les revenus de l'hôtel, ceux des commerces, des conventions, de la culture et des loisirs. Et toute cette infrastructure profite aussi à la ville. Le casino est fondamentalement différent des casinos de Las Vegas ou de n'importe où ailleurs pour deux raisons. La première, c'est qu'il doit être invisible. On ne peut pas le voir depuis les espaces publics. Vous ne pouvez pas faire en sorte que les gens le traversent, comme c'est le cas à Las Vegas, où ils font pratiquement partie de la rue. Là-bas, traverser un casino fait partie de l'expérience de la rue. Donc j'avais des problèmes nouveaux, mais j'avais aussi des idées nouvelles. La plupart des casinos sont aussi très longs et étendus. Ils ne sont pas conçus dans l'espace. Alors je me suis dit qu'ici, je pouvais peut-être inventer quelque chose de nouveau en termes d'espace. J'ai créé un grand espace sur plusieurs niveaux. Donc c'est un grand atrium entouré de terrasses et couronné par un toit portant, avec le plus grand chandelier du monde que j'ai mis 6 mois à dessiner. J'ai été critiqué par des gens qui m'ont dit « Vous avez créé quelque chose qui ressemble à une cathédrale, un lieu presque spirituel, au service du jeu. » D'autres m'ont dit « Vous avez pris l'ambiance du jeu et vous l'avez complètement transfigurée, parce qu'il n'y a pas d'atmosphère enfumée, inconfortable, malsaine. Vous en avez fait un endroit serein. » Je ne sais pas quelle est la bonne interprétation. J'ai sûrement fait une erreur quelque part, mais en tout cas, c'est vrai que c'est un endroit complètement différent. Les gens entrent, lèvent les yeux, et ils se sentent bien. C'est du divertissement, c'est très théâtral. C'est au dernier étage du casino, derrière les vitres dorées aux lumières tamisées, que se jouent les parties de ceux qu'on appelle les high rollers, les plus gros joueurs d'Asie. On ne les voit jamais, et ils paient très cher cette invisibilité. Dans ces salons privés qui leur sont réservés, les sommes mises en jeu dépassent l'entendement du commun des mortels. Mais aucune caméra n'a jamais été autorisée à filmer une de ces parties. Okay, let's go and see the suite. Le taux de remplissage des 3000 suites de l'hôtel atteint des records. C'est vital. Il faut rembourser 1 million de dollars par jour aux banques qui ont prêté de l'argent pour la construction du Marina Bay. Ron Nissenbaum a en charge la satisfaction des clients de l'hôtel. Et il les bichonne. Le clientèle n'est pas seulement le joueur qui sont là, c'est le clientèle qui peut être... qui gèrent des pays, c'est des gens qui gèrent de grandes compagnies qui viennent ici dans le suite. Et ils ne cherchent pas seulement un service qui est le plus haut de gamme que vous pouvez trouver. La discrétion est quelque chose qui est important pour nous. On ne parle pas, on ne discute pas, les gens ne savent pas qui reste, quand il arrive, quand il sort. C'est très important à ce niveau de rester très discret avec la clientèle. Ils demandent, et si vous sortez de cette si vous n'êtes pas discret avec les clients, vous pouvez perdre les clients très vite. We checked all the telephones. All right, bathroom. Everything else looks perfect. Well done. This looks good. All right, let's go see the other bedrooms. Would you do me a favor? One of you check the kitchen. I'll check the jacuzzi and the sauna, okay? Okay. All right, we've got everything here. How about the wet sauna? Is that okay? It's nice and clean. All right, massage room. Good. Okay. In the last bedroom, let's do this quickly. It's very good. All right, guys, you did a great job. Thank you very much. We're ready for our VIP. Thank you.
J'ai reçu une lettre ce matin de la part d'un de mes clients d'Abu Dhabi ou Dubaï, quelque part au Moyen-Orient. Et ce monsieur m'envoie une lettre me remerciant infiniment pour le service exceptionnel dont il a pu jouir au Marina Bay Sands, alors qu'il y a perdu plusieurs millions de dollars. Nous recevons des lettres comme celle-ci de gens qui gagnent comme de gens qui perdent. Mais c'est particulièrement gratifiant quand quelqu'un comme ça vous dit « J'ai perdu de l'argent, mais je veux vous dire que j'ai vraiment passé un excellent moment. Merci beaucoup pour le service et merci pour l'expérience. » Pour servir ces hôtes d'exception, le Marina Bay emploie 12 000 personnes. Une véritable ville souterraine a été construite sous le complexe pour que cette foule d'employés puisse travailler et se déplacer sans être vus. Serveurs philippins, réceptionnistes indonésiennes, cuisiniers chinois, vendeuses australiennes, japonaises ou bengalis, agents de sécurité indiens, népalais, on les a recrutés par régiments entiers dans toute l'Asie. « 10 000 repas sont préparés chaque jour pour les employés dans les cuisines du Marina. 10 000 uniformes sont nettoyés quotidiennement. Le personnel est si nombreux que l'interminable couloir où se trouve leur casier personnel a été baptisé Team Street. À toute heure du jour ou de la nuit, cette rue souterraine grouille d'employés affairés à prendre leur poste. Toujours dans l'idée de satisfaire ses clients exigeants, les cuisines de tous les continents sont proposées au Marina Bay Sands. Pour honorer leur digne papille, Sheldon Adelson propose la plus forte concentration au monde de chefs étoilés. Le Français Guy Savoy s'aventure prudemment dans la voie du mélange des cultures culinaires. Son arrivée au Marina Bay représente un événement culturel d'importance dans toute l'Asie. Il fait découvrir ses dernières créations à la presse, nombreuse, venue le saluer. Un triomphe. À quelques étages de là, Daniel Boulud, chef étoilé de New York, a mis au point une carte où se mêlent les influences chinoises, américaines et lyonnaises. Il vient à Singapour pour la première fois depuis l'ouverture de son nouveau restaurant. On est avant tout un bistrot, mais d'abord il faut se faire une clientèle. Une fois que la clientèle est établie, une fois qu'elle nous connaît, on pourra aller où on veut avec. Alors le hamburger, il est fameux là, le DB Burger. Je suis arrivé cet après-midi à Singapour et j'ai encore pas vu un service ici dans cette cuisine. Donc et justement, je vais faire un meeting avec les chefs pour savoir un petit peu leur rôle. Allez, un petit meeting avec les chefs là. Everybody, come over. Bon, je voudrais d'abord féliciter chacun de vous pour cette ouverture qui est un grand succès. Peu à peu, on va se familiariser avec la clientèle, avec les ingrédients, et les plats vont devenir meilleurs. Le rythme sera plus rapide, on pourra faire plus, offrir plus, et vous aussi, vous allez apprendre beaucoup plus. D'accord ? Super. Thank you very much. Super. Merci beaucoup, bon service et bravo. Thank you, hein? Bravo. And bravo Stéphane. Vive l'Alsace. Allez, the cocobane of bouillabaisse, please. 2 minutes. The cauliflower, can you cut that in half, please? Hein? Too big. Yeah. Make sure every vegetable can be dipped easily. Perfect. Idéalement situé tout en haut d'une des 3 tours du Marina Bay Sands,
Le restaurant de Justin Kwek, ancien chef du Crillon à Paris, est devenu le rendez-vous des high rollers, ces milliardaires qui ont pris l'habitude de venir de toute l'Asie pour jouer très gros au Marina Bay. Nous sommes ici au 57e étage, avec une vue panoramique sur Singapour. Nous vous offrons une expérience culinaire asiatique, et quand vous venez manger ici, vous pouvez aussi déguster d'excellents vins que nous apportons de France. Nous avons de merveilleux Bordeaux, avec des étiquettes dorées. Les clients asiatiques adorent l'or. Alors quand ils voient du doré, ils sont heureux, ça les rend légers, de bonne humeur. Ma cuisine est asiatique, mais je l'équilibre toujours avec des vins français ou d'autres pays. Ici, nous avons la zone que l'on appelle les tables du pouvoir. Quand nous avons des VIP, nous les installons toujours ici. Ou alors, on leur propose une table avec vue. C'est le triangle des privilèges pour moi. Mais ici, c'est plus détendu. On est vraiment décontracté. On veut que les gens se sentent bien, comme chez eux. C'est relax. Mais la cuisine ne va pas changer pour autant. Tout sera parfait. La qualité, la technique, la saveur, ce sera la même. Et pour moi, c'est ça qui importe, le plat. Si le plat est bon, vous serez un homme heureux. En Asie, les gens n'ont pas 4 heures pour manger. Il faut que ça aille vite, mais ils veulent bien manger. Ce n'est pas comme en Europe. Les Européens, ils se détendent, ils veulent profiter. En Asie, vous devez aller très vite, vous savez, tchac, tchac, tchac. Moi, je sais ce qu'aiment les Asiatiques. Quand ils viennent chez moi, ils s'en remettent à moi. Il n'y a pas de menu écrit. Le menu, c'est moi. Pour ce jeune chef singapourien, ce restaurant à la vue imprenable sur son pays constitue un accomplissement. Mais il faut s'élever encore un peu plus pour admirer la plus incroyable des réalisations de Sheldon Adelson. Le Sky Park, une piscine et un jardin suspendus à 300 mètres au-dessus du sol. J'ai pensé au jardin suspendu de Babylone. Personne d'entre nous n'a jamais vu les jardins suspendus de Babylone, tout comme personne n'a jamais vu la bibliothèque d'Alexandrie. Mais nous avons une idée merveilleuse de ce que pourrait être cette bibliothèque ou ce jardin suspendu. Un jardin suspendu, c'est le concept du jardin d'Éden ou du jardin du paradis. Vous savez, le mythe du jardin existe dans toutes les cultures et nous le transposons de façon tridimensionnelle jusqu'au ciel. La ville moderne est une ville qui s'élève vers le ciel. Maintenant, est-ce que l'on peut créer le jardin du paradis et l'élever jusqu'au ciel? C'est la question à laquelle nous avons essayé de répondre ici avec le Marina Bay Sands. La rencontre entre l'empereur des jeux et le dragon de l'Asie se devait de donner naissance à davantage qu'un hôtel-casino, fût-il le plus grand, le plus cher et le plus beau du monde. Avec le musée d'art et de sciences, Singapour et Sheldon Adelson ont voulu créer un symbole. Ceci a à voir avec ce que j'appelle le syndrome de l'opéra de Sydney. L'opéra de Sydney est devenu le symbole d'une nation. Depuis, tout le monde veut un bâtiment symbole pour son pays. Frank Gehry a donné un symbole à la ville de Bilbao, Hudson a donné l'opéra et en a fait un symbole, et bien sûr, Eiffel a donné à Paris son symbole. Donc tout le monde veut le sien, et ici, ils ont voulu ça. Bien sûr, quand vous réalisez un bâtiment avec une forte géométrie, toutes les interprétations sont possibles. Est-ce que c'est un lotus? Si vous êtes asiatique et que le lotus est important pour vous, ce sera un lotus. Si vous êtes européen, vous allez sûrement voir une rose. D'autres diront que ça ressemble à une main. On m'a demandé si c'était la main de Le Corbusier à Chandigarh, ou si c'était une main en signe de bienvenue à Singapour. C'est l'interprétation de Sheldon Adelson. Pour moi, un bâtiment réussi génère cette multitude d'interprétations symboliques, qui, je pense, nous bousculent de façon positive. Ce sont des signes, pas des symboles. Et ce bâtiment est en train de soulever toutes ces questions symboliques. Vous devez avoir le courage de vos convictions.
Si vous croyez en quelque chose, vous devez avoir le courage d'aller jusqu'au bout. Quand ils démarrent un business, la plupart des gens définissent un budget et disent « C'est tout ce que j'ai pour démarrer ce projet ». Moi, je ne crois pas que ce soit la bonne façon de faire les choses. Je crois qu'il faut prendre le budget et l'adapter à l'ambition du projet. Et si vous ne pouvez pas faire ça parce que vous n'avez pas assez d'argent, eh bien retournez en chercher davantage. Et si vous n'en trouvez pas davantage, alors laissez tomber le projet. Et je comprends que la plupart des gens disent « C'est pas vrai, ça marche pas, on ne peut pas faire ce qu'il dit ». Mais je l'ai fait. Personne ne peut me dire que je ne peux pas faire ce que j'ai déjà fait. Mais là, je vous donne les clés du royaume. Ladies and gentlemen, on my count. 3, 2, 1.